J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville de McMasterville pour cette assemblée de consultation publique concernant un projet particulier de construction, d'occupation d'un immeuble sur le chemin du Richelieu à McMasterville. Donc, un projet qui est travaillé par le service de l'urbanisme depuis plusieurs mois déjà. Donc, je suis accompagné de Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable ici à la Ville, qui nous a préparé une présentation du projet, ses tenants et aboutissants. Donc, après la présentation, il y aura évidemment une période de questions où vous serez invité à soumettre vos commentaires. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Tremblay. Merci beaucoup, M. Dulac. Il faudrait fermer le micro, je pense. Merci. Donc, au cours de la présentation, je vais vous parler de ce que c'est un PPC Moi. Je vais également vous présenter le projet pour lequel on a reçu une demande et qui est à l'étude ce soir. Je vais vous expliquer c'est quoi les éléments du projet qui dérogent à la réglementation. Je vais parler des étapes qui vont mener à l'approbation du projet et du processus référendaire. Puis, comme M. Dulac l'a mentionné, il y aura une période de questions et de commentaires à la fin. Donc, le PPC Moi, qu'est-ce que c'est? C'est un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Ça a pour but de permettre au conseil municipal d'autoriser à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré qu'il déroge à certains éléments de la réglementation d'urbanisme. Le règlement il prévoit des balises pour encadrer l'analyse pour encadrer l'analyse des projets. C'est des critères d'évaluation qui visent à ce que les projets aient une valeur ajoutée pour la communauté, soit au niveau du développement durable, de la lutte contre la crise du logement, au niveau d'une architecture distinctive, etc. C'est un type d'autorisation qui s'applique à un projet en particulier. Ça ne s'applique pas à l'ensemble d'une zone ou à l'ensemble du territoire. Donc, le projet en tant que tel, c'est la construction d'un bâtiment de 49 logements qui comporte presque 50 d'espace vert, qui a une majorité de stationnements qui sont situés en sous-sol. C'est aussi un bâtiment qui présente des matériaux sobres et une architecture distinctive et de qualité, puis qui comporte certains logements abordables. La demande de PPC Moi, elle vise à répondre aux enjeux qui sont liés au nombre de logements, au nombre d'étages, à la hauteur du bâtiment, à l'empiètement de certains balcons à l'arrière, à certaines pentes et niveaux de sol en avant et à la superficie de l'enseigne attachée. Donc ça, je vais en parler plus en détail un petit peu plus loin dans la présentation. Au niveau de la localisation du projet, en ce moment, les terrains qui sont visés, on les adresses 219, 235, 235A, 243 et 245 chemin du Richelieu. Donc, c'est 3 terrains qui sont situés dans la zone MXT1. Donc, on voit à l'écran les propriétés qui sont visées. Comme M. Dulac l'a mentionné dans l'introduction, ça fait un bon bout de temps déjà qu'on travaille avec les promoteurs au sujet de ce projet-là. Les premières ébauches nous ont été présentées à l'hiver 2022. Donc, ça a été un travail de part et d'autre, autant de la part des promoteurs que de la Ville, pour en arriver à un projet qui vous est présenté ce soir et qui a vécu plusieurs améliorations au niveau de l'architecture, de l'espace vert, puis aussi certains ajustements au niveau de la faisabilité du projet. Donc, on s'est retrouvés l'hiver dernier, en février 2024, avec une demande de démolition pour les 4 bâtiments qui sont sur les terrains, des demandes qui ont été accordées. Ensuite, en décembre de cette année, il y a une demande officielle de PPC Moi pour le projet qui vous est présenté ce soir, qui a été déposé. Il y a un premier projet de résolution qui a été adopté le 13 janvier. Donc, c'est ce projet de résolution-là qu'on doit vous présenter ce soir. Donc, on vous présente le projet pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi la résolution parle. Et puis, c'est ça, on se retrouve avec l'Assemblée ce soir. Puis, il y aura d'autres démarches qui vont suivre, dont je vais parler un petit peu plus loin dans la présentation. Au niveau de l'historique, au moment du dépôt de la demande de démolition, le projet est un petit peu différent du projet qui est présenté ce soir. On voit un exemple à l'écran.
Donc, le projet a continué d'évoluer par la suite. Au niveau du voisinage du projet qui est déposé, on voit à l'écran qu'il y a plusieurs habitations multifamiliales dans ce secteur-là. Donc, c'est les bâtiments qui sont illustrés avec des rectangles mauves. Donc, on a des habitations de 8 à 12 logements, on a des habitations de 4 à 6 logements. Il y a beaucoup aussi d'habitations de 3 logements avec des triangles à l'envers qui sont roses. Donc, on a quand même de la densité qui est déjà présente dans ce secteur-là. Puis si on élargit un petit peu notre champ de vision, bien, un petit peu plus vers Belleuil, on a un bâtiment de 16 logements qui a été construit récemment près de l'église. Si on s'en va un petit peu plus vers Saint-Basile, bien, il y a les résidences richelloises qui ont la phase 3 qui a 5 étages, 105 logements. Donc, il y a déjà de la densité qui est présente un peu dans ce secteur-là. Au niveau des voisins immédiats, on a un bâtiment multifamilial de 8 logements qui est situé du côté gauche. Et puis, on a un bâtiment en transformation qui est l'ancien dépanneur, qui est en train de devenir une habitation trifamiliale en ce moment. Donc, il va y avoir 3 logements. Directement à l'arrière, on a le parc Denis-Beauregard. Dans les autres propriétés avoisinantes, bien, à l'arrière, on a aussi un projet intégré qui est constitué d'un bâtiment multifamilial de 8 logements puis de 2 bâtiments multifamiliaux de 6 logements qui sont jumelés. Donc, le 76-80 Saint-François qu'on voit à l'écran. Il y a aussi à l'arrière un immeuble de 4 logements qui est celui dans le coin en bas, qui est sur le même terrain qu'un autre immeuble de 3 logements. Et puis, adjacent, on a aussi un bâtiment multifamilial de 5 logements qui est situé au coin de la rue Saint-François, avec un autre bâtiment unifamilial en fond de cour. Dans le secteur, on a un peu toutes sortes de bâtiments. Au coin de la rue de l'École, on a aussi des bâtiments multifamiliaux qui ont 3 étages avec des logements en sous-sol, donc le rez-de-chaussée est un petit peu surélevé. Donc voilà. Ici, on voit le projet qui est présenté ce soir puis qui fait l'objet de la résolution, du premier projet de résolution qui a été adopté le 13 janvier. Donc, on voit à l'écran qu'il y a des terrasses puis des toits verts sur le toit. On voit aussi qu'il y a quand même une bonne proportion d'espace vert sur le terrain pour un bâtiment multifamilial et que la portion de stationnement qui est à l'extérieur est de couleur pâle. Ici, on voit la façade avant, donc ce serait la façade principale qui va donner vers le chemin du Richelieu. On voit l'élévation gauche, donc on voit qu'il y a une bonne proportion de maçonnerie. Si vous souhaitez, à la fin de la présentation, là, on a les matériaux qui sont disposés de chaque côté de mon bureau. Puis, dans le fond, la portion la plus haute du bâtiment va être en revêtement métallique de couleur gris pâle. On a l'élévation arrière. Donc, on voit qu'il y a une partie du bâtiment ici, qui est un peu en recul. Donc ça, c'est un espace qui va permettre aux locataires, par exemple, quand ils déménagent, de placer les camions sur le terrain. Donc ça ne va pas bloquer la 223 ou quoi que ce soit quand il y a des livraisons de meubles ou ce genre de choses-là. Donc il y a un espace qui est prévu pour ça sur le terrain. Et ici, on a l'élévation droite. Donc ça, c'est du côté de l'ancien dépanneur. On voit ici des perspectives en 3 dimensions. Celle qui est en bas, c'est une perspective si on était dans un drone sur le Richelieu. Donc, puis en haut, on a la perspective vue de l'arrière. Ici, vous avez 2 autres perspectives. Donc, celle d'en bas qui est vue du chemin du Richelieu et l'autre, bien, vue du chemin du Richelieu, mais dans les airs. Donc, on voit qu'il y a les toits terrasses et les toits verts aussi. Au niveau des matériaux, c'est des matériaux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui sont sobres. Il va y avoir de la brique, le Brampton Brick, là, ou l'équivalent, qui est la pierre grise, puis un revêtement métallique dans les portions en haut du bâtiment. Le projet, c'est un bâtiment de 3 à 4 étages avec une section en retrait sur le toit.
Il y a aussi des retraits du 4e étage sur chaque coin de chaque côté du bâtiment. La hauteur totale est de 18,85 mètres. Il y a des balcons qui sont en loggia, donc ça veut dire que c'est des balcons qui sont un peu en recul à l'intérieur du bâtiment. Pour la plupart, là, les balcons à l'avant et sur le côté, c'est le cas. Il y a aussi une salle multifonctionnelle pour les occupants du bâtiment qui est au rez-de-chaussée. Le bâtiment il comprend 49 logements avec des dimensions variées, des 3,5, des 4,5 et des 5,5. La plus grande proportion, ça va être des 4,5. Et il comporte aussi 5 logements abordables. On a exigé, pour l'analyse du projet, la réalisation d'études d'ensoleillement pour voir c'était quoi l'impact de ce bâtiment-là pour son voisinage. Donc, de ce côté-là, on voit l'étude d'ensoleillement en été. On voit qu'il y a très, très peu d'impact. Dans le fond, la première image, celle-ci, c'est à 8 heures du matin. Donc, à 8 heures du matin, on voit que ça fait un petit peu d'ombre sur le stationnement des voisins. Mais par la suite, à 10 heures, à midi, à 14 heures, à 16 heures, puis même à 18 heures, il n'y a pas d'impact pour le voisinage en été. En hiver, c'est sûr que même les bâtiments de petits gabarits ont un certain impact. Donc, on voit que l'impact est surtout dirigé vers les bâtiments qui sont à l'arrière. Donc, les immeubles multifamiliaux qui ont été construits il y a quelques années sur Saint-François. Donc, c'est de ce côté-là que ça va créer un peu d'ombre pendant l'hiver. Donc, c'est surtout là qu'on voit qu'il y a de l'impact. Au niveau du stationnement intérieur, il y a 64 cases de stationnement qui sont prévues pour 49 logements. Donc, c'est vraiment la grande majorité des stationnements qui vont être à l'intérieur. Il y a aussi des stationnements pour vélos qui sont prévus dans des salles de rangement à l'intérieur. Le tiers des cases de stationnement vont pouvoir être pourvues de bornes électriques pour la recharge des véhicules. Puis, il y a une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite qui est prévue à l'intérieur. Puis, les ascenseurs dans le bâtiment. Un ascenseur. Au niveau de l'aménagement du terrain, il y a 11 cases de stationnement qui sont à l'extérieur. Il y en a 2 qui sont situées sur le côté ici. Il y en a une autre qui est comme un peu dans ce secteur-là. Puis le reste qui va être plus en arrière. Le stationnement à l'arrière, il va être entouré d'une clôture en maille de fer avec des lattes pour limiter l'impact des phares pour les voisins. Sinon, le stationnement, il est de couleur pâle. Donc, les cases de stationnement en tant que telles sont en pavé gris pâle. Et l'aire de stationnement, les allées de circulation, là, vont être en béton de gris pâle avec un certain pourcentage de poudre de verre à l'intérieur pour réduire les îlots de chaleur. Au niveau de l'aménagement du terrain, il va y avoir un enclos fermé pour les bacs, pour les matières résiduelles, qui va être à l'arrière. L'enclos va être en clôture de mailles de chaîne noire avec des lattes. Il y a presque 34% du terrain qui va être en espace vert, donc au niveau du sol. Puis au total, il va y avoir 50% environ d'espace vert si on inclut les terrasses, les toits verts sur le toit. Le terrain, il comprend une servitude pour un égout pluvial de 5 pieds municipal qui est à l'arrière. Donc, c'est sûr que le projet doit respecter ce tuyau-là qui est présent à l'arrière. Le projet prévoit aussi l'ajout de balançoires, tables, bancs pour les locataires de l'immeuble. Et puis, il y a des murs de soutènement qui sont à prévoir sur le côté et à l'arrière. En ce moment, le niveau du terrain, il part du Richelieu puis il descend vers le fond du terrain. Il y a déjà des voisins qui ont remonté leur terrain. L'objectif, c'est pas de remonter ce terrain-là plus haut que les voisins qui ont déjà remonté, c'est d'aller chercher des niveaux qui sont assez similaires. Par contre, avec le parc Denis Beauregard en arrière, il va y avoir un muret du type qu'on voit à l'écran. Un mur de soutènement plutôt, là, pas un muret. Puis avec certains autres voisins aussi à l'arrière, dont certains ont déjà des murets. Donc voilà. Au niveau de l'aménagement paysager, il y a la plantation de 30 arbres qui est prévue sur le terrain.
Il y a plusieurs espèces d'arbres qui sont prévues. C'est des espèces d'arbres qui sont habituées à notre climat. Il y a aussi 3 murets avec de l'aménagement paysager qui sont prévus en avant et il y a la plantation de vivaces et d'arbustes. Au niveau du paysagement, il y a 16% de la superficie du terrain d'espace vert qui va être sur le toit. Il y a aussi 4 terrasses privées et une terrasse commune prévue sur le toit. On voit qu'elles sont en recul des murs. Donc, c'est les espaces qui sont en gris qu'on voit sur le toit du bâtiment. Donc, elles sont en recul, donc elles ne sont pas directement sur le mur, puis les gens ne pourront pas regarder directement en bas. Et il y a la plantation de plus de 7000 vivaces qui est prévue sur le toit. Le système du toit va permettre la rétention d'environ 15 cm d'eau de pluie avant que ce soit acheminé au réseau pluvial. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs espèces d'arbres, arbustes qui sont prévus sur le terrain de vivaces pour favoriser la biodiversité. Au niveau des arbres existants, ils vont devoir être abattus malheureusement, mais la valorisation du bois est prévue par une compagnie qui est spécialisée dans ce domaine-là. Il y a une enseigne qui est prévue sur le mur du côté du chemin du Richelieu. C'est une enseigne murale dont les lettres ont une superficie d'1,5 m² qui va être installée sur un grillage noir qui, lui, va avoir une superficie de 9,64 m² et qui vont être éclairées par des lumières d'ailes. Dans le fond, je ne l'ai pas mentionné, là, mais ça, c'est un exemple d'enseigne en haut. Ce n'est pas l'enseigne qui est prévue, c'est un commerce qui a une enseigne un peu similaire. Celle qui est prévue, c'est celle qui est écrite W en bas. Donc, celle d'en haut, c'était juste pour vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Parce qu'il n'y a pas de commerce de prévu. Donc, au niveau des éléments qui dérogent à la réglementation, les éléments dérogatoires qui font l'objet de la résolution du PPC-MOI, c'est le nombre de logements prévus. Il y a 49 logements qui sont prévus. La résolution, elle mentionne qu'on autorise au plus 50 logements. Donc, s'il advenait qu'il y a un des logements qui soit divisé en 2 à la phase de finalisation des plans, mais ça serait maximum 50 qui serait autorisé. La norme qui est applicable au zonage, c'est maximum 10 logements par bâtiment dans la zone MXT1 actuellement. Le nombre d'étages prévus au projet, c'est 4 étages plus une section en retrait. Donc, la résolution vise à permettre 4 étages. Le zonage permet 3 étages maximum dans ce secteur-là actuellement dans la zone MXT1. Au niveau de la hauteur du bâtiment, la résolution vise à permettre une hauteur d'au plus 19 mètres. J'ai mentionné tantôt que c'était 18,85, la hauteur prévue. Donc, on vise à autoriser au plus 19 mètres pour le bâtiment. Le zonage, lui, autorise maximum 12 mètres actuellement dans la zone MXT1. Donc, on voit ici une image qui illustre la hauteur et les étages du bâtiment. Les autres éléments qui sont dérogatoires, il y a l'empiètement de certains balcons dans la cour arrière qui est de 2,43 mètres. Donc, la résolution vise à permettre l'empiètement maximum de 2,5 mètres de certains balcons dans la cour arrière. Au niveau du zonage, on autorise un empiètement maximal de 2 mètres en temps normal. La résolution vise aussi à permettre la présence de pentes qui ont un gradient minimal de moins 2 % et maximal de 5 %. Donc, c'est la pente du terrain dans la partie qui est mesurée à partir du trottoir. Le zonage, lui, normalement, il prévoit que le premier mètre à partir du trottoir, normalement, il doit être plat. Donc, on voit ici, là, encerclé en rouge, de quel balcon il s'agit là, quand on parle des dérogations. Donc, c'est des balcons qui sont situés à l'arrière du côté du stationnement, qui sont quand même situés assez loin là, des limites des terrains voisins. Donc, c'est pas tous les balcons là, qui sont dérogatoires, c'est seulement ceux qui sont encerclés en rouge. Au niveau de la pente du sol, là, les dessins sont plus difficiles à comprendre par des noms d'experts. Mais dans le fond, c'est qu'il va y avoir des légères pentes là, sur le terrain dans la cour avant, alors qu'il y a certaines portions qui devraient normalement être
plane. Le dernier élément dérogatoire du projet, c'est la superficie de l'enseigne. Dans le fond, l'enseigne elle a une superficie de 9,64 mètres carrés si on inclut tout le grillage qui est situé à l'arrière de l'enseigne. Les définitions dans notre réglementation prévoient que toute la superficie de matériaux qui dégage l'enseigne du mur sur lequel elle est installée doit compter dans la superficie. Donc, normalement, on autorise une superficie maximale d'1,5 m. Ça devrait inclure tout le revêt, tout le matériel métallique qui est à l'arrière des lettres. Là, dans ce cas-ci, les lettres font 1,5 m. Donc, les lettres respectent le règlement, mais c'est le matériel qui est situé derrière les lettres qui est plus grand que ce qui est autorisé. Donc, on voit ici à l'écran ce qu'il en est. Donc, dans le fond, c'est ces 6 éléments-là qui font partie de la résolution de PPC-MOI. Dans la résolution, donc ça vise à autoriser ces 6 choses-là. Tout le reste du projet doit être conforme à la réglementation, sinon ça devra faire l'objet d'une autre demande, soit de dérogation mineure ou autre. Donc, tout le reste du projet, il faut qu'il soit conforme à l'exception de ces 6 choses-là qu'on vise à autoriser. Le projet de résolution, il inclut certaines conditions. Donc, que s'il y a des modifications significatives à l'architecture entre l'autorisation du PPC-MOI et la réalisation du projet, s'il y a des modifications significatives à l'architecture, ça devrait être représenté au niveau du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc ça devrait être représenté au conseil municipal si jamais il y a des modifications qui sont faites. Une autre condition qui est prévue, c'est que les travaux de construction soient terminés dans les 30 mois suivant l'entrée en vigueur de la résolution de PPC-MOI. Et, comme j'ai mentionné, que toutes les autres dispositions des règlements soient respectées. Au niveau du processus d'adoption maintenant, donc les étapes qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui, on a reçu la demande au mois de décembre. Il y a eu une analyse qui a été faite par le service de l'urbanisme. Le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme en décembre. Ensuite, il a été présenté pour le premier projet de résolution, le 13 janvier 2025, au conseil municipal. Ensuite, on a installé des enseignes sur le terrain pour annoncer le projet. On a aussi fait la publication d'un avis public pour vous inviter à vous présenter à l'assemblée de ce soir. Donc, on se retrouve à l'assemblée de ce soir. Suite à l'assemblée, le service de l'urbanisme, on va analyser les commentaires et les questions qui vont avoir été reçues pour présenter ça aux membres du conseil. Il y a plusieurs membres du conseil qui sont ici ce soir aussi pour vous écouter. Donc, normalement, il devrait y avoir l'adoption d'un second projet de résolution le 3 février prochain. Ensuite, il y aura l'annonce d'un avis public qui va annoncer la procédure d'approbation référendaire. Cet avis public-là, il va être affiché à l'hôtel de ville sur le panneau d'affichage qui est à l'avant. Il va être aussi affiché sur notre site Internet. À partir de la date de la publication de cet avis-là, les gens vont avoir jusqu'au 8e jour qui suit la publication de l'avis pour déposer une demande d'approbation référendaire s'ils souhaitent le faire. Si on ne reçoit pas le nombre de signatures requises pour devoir tenir un registre, à ce moment-là, il y aura adoption de la résolution finale pour autoriser le projet. Cette résolution-là va être envoyée à la MRC de la Vallée du Richelieu, qui va devoir analyser si c'est conforme au schéma d'aménagement de la MRC, puis par la suite, ça va entrer en vigueur. Donc, au niveau du processus d'approbation référendaire, ça se fait en 3 étapes. La première étape, comme je viens de le mentionner, ça va être la période jusqu'au 8e jour qui suit l'avis public pour déposer une demande d'approbation référendaire. S'il y a suffisamment de personnes qui déposent une demande, à ce moment-là, il va y avoir la tenue d'un registre. Il y aura un autre avis public qui va être fait pour annoncer la tenue du registre. Le registre, ça dure normalement une journée. Donc, dans l'avis public, ça va indiquer ça va être quel jour. Et encore une fois, s'il y a suffisamment de personnes qui signent au moment du registre, à ce moment-là, le conseil va se retrouver devant 2 choix. Il y aura le choix de tenir un référendum ou de laisser tomber le projet. Au niveau de la validité d'une demande d'approbation référendaire, pour être
valide une demande doit indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande. Donc, tu sais, il y a les 6 éléments de tout à l'heure dont j'ai parlé. Là-dessus, il y en a 3 qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Le nombre de logements, la hauteur, puis le nombre d'étages. Donc, ça, c'est les 3 éléments qui vont pouvoir faire l'objet d'une demande de registre. Les enseignes, les balcons et la pente de terrain. Merci. C'est pas susceptible d'approbation référendaire, ces choses-là. Donc, la demande va devoir être signée dans le cas où il y a plus que 21 personnes dans la zone où elle provient par au moins 12 d'entre elles et dans le cas contraire, par au moins la majorité des personnes de la zone. Elle devra aussi être reçue au plus tard le 8e jour après la publication de l'avis. La zone concernée, ben, c'est la zone où se trouve le projet, c'est la zone MXT1 qui se situe entre la rue de l'Église et la rue de l'École, le long du chemin du Richelieu. Ça va à l'arrière jusqu'à la rue Mongeau, puis ça continue la prolongation de la rue Mongeau là, entre les terrains jusqu'au parc Denis-Beauregard. Au niveau des zones contiguës, il y a la zone P4, la zone R1 qui est quand même une zone assez grande là, entre la rue Comtois puis la rue Nobel, puis qui va jusqu'à la piste cyclable par endroit. Là. Donc, le plan va être disponible sur notre site Internet si vous voulez voir le fin détail des rues pour voir si vous êtes dans les zones concernées. Donc, il y a la zone R1, puis il y a la zone R29 aussi qui se trouve le long du chemin du Richelieu et de la 1er avenue entre la rue Joffre et la rue de l'École. Donc, les gens qui peuvent déposer une demande d'approbation référendaire, c'est des personnes majeures et de citoyenneté canadienne qui ne sont pas en curatelle ni frappées d'une incapacité de voter et qui remplissent une des 2 conditions suivantes le jour de l'adoption du second projet de règlement. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on prévoit adopter le second projet le 3 février. Donc, le 3 février, ça doit être une personne physique domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande d'approbation référendaire et depuis au moins 6 mois au Québec. Ou ça doit être depuis au moins 12 mois le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité et qui est situé dans une des zones d'où peut provenir une demande. Il y a certaines conditions supplémentaires qui s'appliquent pour les propriétaires d'immeubles occupants uniques, d'établissements d'entreprise, copropriétaires. Donc, si c'est des conditions qui s'appliquent à vous, je vous invite à aller lire sur le site Internet ou à me poser la question plus tard. Donc, on en arrive à la période de questions et de commentaires. Donc, si vous souhaitez déposer une question ou un commentaire, je vous invite à venir au micro. Vous pouvez mentionner votre nom, la rue où est-ce que vous habitez, puis mentionner votre commentaire ou votre question. Merci. Il y a aussi de nombreux membres du conseil qui sont présents dans la salle ce soir. Là. Je pense au conseiller du secteur, M. Lévesque, M. Pelletier qui sont là. Peut-être que le lutrin est intimidant, donc on sera aussi disponible après la rencontre pour répondre à vos préoccupations s'il y en a. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, ça mettrait fin à cette assemblée de consultation. Donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous le rappelle, nous restons disponibles pour toute question après cette rencontre. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.